d'interroger tout ce qui est cette modernité de 1800 à 1940, comment elle s'est structurée, comment elle s'est découpée, et comment finalement l'histoire de l'art, vous l'avez compris, mais c'est bien de toujours le questionner, c'est aussi un parti pris, c'est de montrer des choses qui existent, d'autres qui sont peu vues. Et si je parle d'espace public et de politique, c'est pour faire des constats qui nous permettront de revoir du David, du Van Gogh, des photographes des années 30, même le Citizen Kane de Orson Welles des années 40. Voilà, toutes ces choses qui sont rangées dans des tiroirs différents de création, soit parce que photo, cinéma, peinture, ils ne sont pas ensemble, pas du même pays, et finalement qui sont jamais regroupés selon le sujet lui-même du politique ou de la politique. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans ces 20 minutes, je vous fais défiler un truc à voir un petit peu. C'est une journée de 1916 merveilleuse où Picasso s'est retrouvé avec ses copains devant un café à Montparnasse, et on a les 10, 12 photos qu'ils ont faites. Il est avec Fujita, il est avec Max Jacob, il est avec sa copine que voilà sur la droite, et il est rejoint par Modigliani. Et dans ce petit documentaire, les 12 journées dans la vie de Picasso, voilà, Ortiz de Zarate qui est avec eux, Pierre-Henri Rocher, et puis Cocteau qui va passer juste après. Non, c'est Cocteau qui fait les photos, mais oui, je dis des bêtises, voilà. Finalement, un petit moment de vie commune qui est souvent vu comme un témoignage, pas plus, mais qui raconte quelque chose de ces croisements d'artistes, comment par affinité, par moment, ils sont à Paris, ce que je disais hier sur les années 20 de l'école de Paris, comment ce regroupement d'étrangers va faire qu'à un moment donné, va se cristalliser une pratique dans les cafés, dans les bistrots. Comment cette rencontre va se faire, comment elle va devenir aussi une espèce de légende, et comment finalement les endroits où les artistes se croisent, les espaces publics, ceux où ils peuvent montrer leur travail ou ceux où ils ne peuvent pas le montrer, ceux où ils se croisent pour échanger et d'autres pas, comment finalement cette question-là n'est pas toujours interrogée finalement. Alors que vous comprenez que cet axe politique m'intéresse pour une raison simple que, quel que soit votre bord politique, vous pouvez ou devez partager, c'est que il y a du politique tout le temps, hein, même quand je décide de pas, comme dirait Desmond Tutu, dans un régime autoritaire, si je décide de fermer ma gueule, je fais de la politique quand même, même si c'est pas toujours facile de l'ouvrir, hein. Et donc, vous remarquez à l'autre bout que l'histoire de l'art est très souvent dépolitisé. Il est sorti de ça, alors que dès le début de notre petite histoire, vous vous souvenez peut-être qu'il s'agissait avec Winkelmann de regarder l'histoire d'avant, regarder et piocher certaines choses, pas d'autres. Comment dans l'histoire passée, on allait examiner, faire revivre après la Renaissance qui faisait renaître l'Antiquité au XVIIIe siècle, comment l'archéologie allait être une façon de chercher, d'orienter la société et dire que la société occidentale avait quelque chose à nous raconter, comment dans cette histoire et dans ce grand récit, il y avait des sociétés qui n'y étaient pas, en fait, tout simplement. Ce qu'on est en train de revoir tout doucement dans la décolonisation des regards, dans la façon de revoir quel axe politique il peut y avoir. Et puis, je me disais qu'on avait commencé en voyant que M. David était à la fois un admirateur en 1789 de l'Antiquité, admirateur de la Révolution, puis admirateur de Napoléon quand même. Donc, comme dirait l'autre, s'il ne voulait pas retourner sa veste, il suffisait de porter un blouson, mais il a quand même fait fort. On est en 1804, on est en 1793, 91, là, il n'a pas le temps de faire la peinture, mais c'est quand même le serment du jeu de paume qui n'est pas rien, et puis celle de la peinture académique classique qu'il va contribuer à précipiter en faisant modifier les statuts de l'académie, en fait. Et donc, vous voyez, comme c'est tout bête, hein, on peut regarder d'un point de vue formel. Je revois ça, mais même cette nature morte, hein, c'est quand même c'est un chef-d'œuvre, ce truc, hein. Et cette petite nature morte avec cette petite bobine de fil, avec presque rien, des objets. Goethe disait que dans l'époque romantique, les objets prennent un sens parce qu'ils sont touchés par les héros. Finalement, on a des images qui peuvent être vues comme l'évocation d'un temps passé, d'un temps présent, ou d'un temps qui vient de disparaître. Voilà, cette précipitation du temps, on l'a vu, est propre à la modernité, sans doute. D'un temps qui est reconstitué, puisque
c'est ce sacre de Napoléon qui se sacre tout seul finalement. On attend de l'artiste qu'il représente quelque chose du politique. Donc finalement, le fait de mettre de côté le politique en disant l'art, c'est au-delà de toutes ces questions, c'est une façon de ne pas voir une partie de cet art qui est commandée directement comme ça et qui est souvent est mis de côté pour ne devenir qu'un témoignage historique guère plus. On va le voir sur des périodes où il n'y a pas d'image alors qu'il y a pas mal de mouvements. Voilà, quand on regarde, j'ai fait un petit groupement intéressant sur qui montre le travail. Alors, on a Millet qui, comme dirait l'autre, des paysans en train d'écouter pousser des pommes de terre, dit le caricaturiste des années 1850. Et puis Dali verra d'autres choses à l'intérieur de ça. Comment on met souvent en avant le Courbet montrant les paysans dans cet après-dîner à Ornande, les loisirs, comme on savait rigoler à l'époque en 1848. Voilà, mais comment finalement ce travail qui s'est développé dans les grandes villes, qui explose, comment il est invisible en fait. Il y a très très peu d'images qui montrent ce travail. Et quand on les montre, elles sont plutôt dans des livres d'histoire, de témoignages, ou plutôt, comme chez Courbet, comme une sorte de témoignage d'un engagement politique en fait. Alors que vous allez voir, sur quelques images choisies, on a des images de travail qui pourraient faire un fil rouge. Et si je vous disais, voilà, je ferais histoire de l'art sur le travail, vous diriez, oh là là, ça peut être bien emmerdant. Mais comment séparer les choix intellectuels des artistes, les choix engagés finalement? Et chez Courbet, j'ai aussi dit que pour cet artiste qui était proche du réalisme et proche, il fera partie de la commune, et il aura des soucis pour ça. Comment finalement, il n'y a que 3 peintures qui montrent le travail en train de se faire, les casseurs de cailloux qui ont été détruits et les trieuses de grains. Voilà, comment ce Millet qui est admiré par Van Gogh montre des femmes au travail, montre la dureté du travail, mais avec quelque chose qui est un peu doux dans la façon de le composer, dans la gamme de couleurs, quelque chose qui peut devenir une carte postale ou une tapisserie accrochée dans votre maison de campagne. Et comment, alors j'aime bien cette comparaison parce que le grand bourgeois Caillebotte qui vit dans sa propriété de hier peut être un des seuls chez les impressionnistes, même si là aussi être impressionniste pour Caillebotte, c'est aussi une problématique, ça ferait beaucoup, mais c'est à la fois celui qui peut montrer le labeur. Et mon copain Régis Perret, qui fait un travail d'art contemporain, il a 40 ans, hein, peut travailler sur le travail, justement, c'est le cas de le dire, regarder son travail PE de 0 à Y, et comment le même Caillebotte peut être celui qui montre le déjeuner bourgeois dans toute son cérémonial, en fait, avec une composition qui est très, très audacieuse, vue du dessus de son assiette. Comment ce bourgeois Caillebotte, qui est le collectionneur qui va acheter des œuvres et les donner au Louvre, des impressionnistes, peut être celui qui montre le travail avec cette inclinaison visuelle qui montre cette labeur en même temps. Voilà, comment le Van Gogh de ses débuts, qui dessine des paysans quand il va dans le Borinage, quand il va être apprenti prêtre, comment cette dureté se retrouve dans un intérêt pour les machines aussi, pour les intérieurs, comment toute cette période-là est plutôt vue comme une espèce d'admiration pour Millet, comme une façon de reconduire son admiration, mais pas plus, alors qu'en fait, dans cet atroce mangeur de pommes de terre, parce que là, la couleur, la pâte, le dessin, pour moi, sont redoutablement la limite de mon analyse possible, comment il s'est présenté fréquemment comme un regard sur la dureté du monde, mais pas forcément avec le fil que je déroule là, comme un regard sur le travail, en fait, sur l'espace public qui serait différent selon qu'on soit à table bourgeois ou selon qu'on soit à table paysan. Le regard est soit politique, soit pictural, et en fait, le croisement des deux pose un problème à l'historien de l'art. Voilà où je veux en venir. À Londres, je le disais, en 1820, 1 million d'habitants, en 1920, 6 millions. Et donc, je vous ai montré les gravures de Gustave Doré. L'organisation de la ville est plutôt montrée sous un angle de difficulté, alors que la ville prise en photo est plutôt calme, quiète, et on n'en a pas forcément d'image. Voilà, les images de témoignages qui sont très puissantes de Gustave Doré montrent des asiles pour déshérités, mais en Angleterre, on a plutôt des choses invisibles. Et je trouvais amusant de regarder ce premier film de l'histoire du cinéma,
des Frères Lumière, la sortie des usines, comme un regard sur les ouvriers, comme un regard sur le travail qui se termine. On a des grèves au Creusot, des grands mouvements de grève qu'on va regarder tout de suite, qui sont finalement peu mis en image, peu présentés. Alors finalement, ce qui peut se passer aussi, on pourrait parler comme Hegel, c'est-à-dire il dit que la philosophie ne peut pas prédire tout à fait l'avenir, il le dit mieux que moi, il dit la chouette de Minerve, c'est le symbole de la philosophie, ne s'envole qu'à la tombée de la nuit, c'est-à-dire il faut attendre que les choses aient eu lieu pour pouvoir en parler, et puis même il faut un peu de temps. Alors peut-être que tous ces mouvements historiques qu'on retrouve dans le 19e, parce que si on regarde la philosophie du 19e siècle, il y a assez peu de philosophie politique. Je vous ai plutôt cité des philosophes, pardon, il y a assez peu de philosophie esthétique. Il y a plutôt de la philosophie politique, justement. Il y a des mouvements d'anarchistes, de communistes, de socialistes qui sont très, très importants, très fréquents, qui ont peu d'images. La philosophie fabrique peu d'images, elle est peu illustrée. Et en esthétique, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde qui analyse ça. Alors, voilà, quand Georges Seurat, le pointilliste, montre la banlieue, eh bien, ça m'intéresse parce que c'est là que j'habite et je me dis que finalement, euh, il n'y a pas beaucoup d'images de la banlieue, en fait, hein. Elle est mise de côté d'images. Le même Seurat peut représenter les terrassiers et on va le mettre dans une exposition chez le chantre du pointillisme comme quelque chose qui est une évolution dans son travail. Mais le Seurat en question est plutôt proche des mouvements anarchistes. Drôle qu'on n'ait pas l'idée de les regrouper de cette façon. La même chose, si je vous disais une exposition sur les anarchistes et l'art, vous diriez, voilà, encore une expo partisane. Maximilien Luce, là aussi, un des impressionnistes, entre l'impressionnisme et le pointillisme, proche de cet intérêt pour les classes travailleuses. Finalement, le faubourg de Montmartre, il n'a pas l'air très joyeux, même s'il montre les jardins ouvriers en même temps que les usines et les habitats, on en a peu d'images. Steinlein, les paysages d'usines. Et on a dans ces cités ouvrières de Mulhouse que je vous montrais plutôt des gravures qui montrent la façon dont les choses sont construites, des plans d'architectes pour les usines de Noisiel. Et comment, chez Marx, alors c'est le tableau de Françoise Choët, finalement, le, les mouvements, les tableaux récapitulatifs des mouvements intellectuels, dans l'urbanisme, on a assez peu de. L'urbanisme est pensé dépolitisé, plutôt centré sur les besoins de l'homme. L'anti-urbanisme américain, nostalgie de la nature. Et finalement, chez Marx, plutôt la ville est le lieu de l'histoire, image de la société capitaliste. Donc vous voyez, si la ville est l'image de la société capitaliste, elle va plutôt être critiquée. Donc si vous êtes peintre et marxiste, vous allez peu montrer cette ville ou la montrer comme le lieu de la débauche. Il y aura déjà un parti pris. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde des idées qui circulent et qui fait évoluer le 19e siècle influence le regard qu'on peut avoir sur les images. En fait. On en fait peu, on se méfie de l'image quand on est un peu sérieux. L'image, ça détourne l'attention. Et voilà le familistère de Guise dont je vous parle régulièrement parce que je trouve que cet endroit est un merveilleux lieu, toujours visitable. Là, on va avoir des images qui sont. Je regarde les images, en fait, je les regarde plus comme des témoignages de cette gérance du familistère. Je regarde plus les gravures comme une présentation un peu valorisante dans une revue. Comment, puisque les revues m'ont servi aussi à montrer comment les dessinateurs de BD, les photographes, les peintres, Douanier Rousseau, Van Gogh et, et Picabia plus tard, comment piocher dans les revues va servir, pourquoi ces images-là ne servent pas, elles sont documentaires et vues comme telles, elles peuvent servir tout autant. Voilà. Et cette imagerie de témoignage va être aussi peu utilisée, elle va aller dans des domaines des archives. Et je me disais, même en regardant cet intérieur du familistère avec ces reconstitutions d'appartements qu'on peut visiter, ou regarder encore une fois le documentaire Arte sur l'architecture du familistère de Guise, on ne regarde pas beaucoup ça comme une histoire du design. Les petits intérieurs de ouvriers vont être plutôt. On va montrer une histoire du design progressiste avec des nouveautés, mais pas forcément voir comment le monde est organisé, meublé dans ces années 1880. Voilà, comment l'espace public va être structuré pour les enfants, pour les écoles. Et c'est pourtant un des sujets du design et de l'architecture, en fait. Et donc de ceux qui les peignent. Encore une façon de réexaminer cette différence entre l'utopie qui a besoin d'être dessinée
Il faut pour se projeter avoir une image et la réalité qui va être montrée. Voilà, même chose sur la commune, dont vous savez que Courbet va être inquiété, mis en prison à Sainte-Pélagie, dont je disais qu'il allait faire cette petite peinture qui le montre en prison, peinture réalisée plus tard, il ne la fait pas quand il y est. Et finalement, je vous disais aussi que cette commune a été prise en photo pour montrer ces barricades, ces mouvements qui sont très, très qui vont transformer la société française et montrer aussi que ce soit ceux qui participent au mouvement, l'image photographique va servir à arrêter les communards et les exécuter, ou à montrer et dénoncer la répression. Toutes ces images des hommes de la commune va être une façon d'héroïser ceux qui y ont participé, Louise Michel, Jules Vallès. Mais finalement, les petits dessins de Manet, un des rares dessins de la commune avec celui-là, finalement vont être montrés dans l'œuvre de Manet comme une petite anecdote, ou s'ils sont montrés, ils vont être dans une expo sur la commune. Je me dis, tiens, c'est Didier Huberman qui m'a donné cette idée. Il a fait il y a peu au musée d'art moderne une exposition qui s'appelait L'Envol, c'est-à-dire les figures de la révolte. Comment ces images sont montrées, comment elles donnent envie de se révolter. Est-ce qu'une image peut donner envie de se révolter? Et comment, ou de faire comprendre quelque chose de grave qui nous est arrivé. Voilà, le Maximilien Luce qui montrait la banlieue est aussi un des rares qui va faire une peinture des morts de la commune. Voilà, l'arrestation de Louise Michel, la prison de Sainte-Pélagie où va se retrouver Courbet, eh ben, elle sera prise en photo ici par Eugène Adjet, le documentariste de Paris. Mais finalement, dans tout ce parcours qu'on a fait, Lafargue, sa femme Laura Marx, qui est Lafargue qui écrit Le droit à la paresse, voilà, cette folie de l'amour du travail, qui habite Draveil et dont je vous disais qu'il va parler des manifestations à Draveil et de ses arrestations. Finalement, de ce travail à Draveil et de ses carrières d'utilisation, on en a juste des cartes postales, dire plus. Les images du travail vont être très, très héroïsées, des sculptures de Alfred Boucher, ou des cartes postales complètement pas très bien cadrées, pas très bien utiles. On a peu d'images, on a des choses qui sont invisibles en fait. Voilà, on a des coupures de presse dont je vous disais que la littérature utilise peu, c'est-à-dire si on se demande qui a écrit pendant la Révolution française, il y a peu de gens, et puis si on intègre chansons, tracts, propagande, journaux, ben, il y a énormément de littérature. Voilà comment le statut de l'image, voilà, cette image-là est pauvre en un sens. Et ici, on a une vraie œuvre considérée comme telle, comment cette différence de statut d'image empêche qu'il y ait, que ça fasse image dans notre esprit, en fait. On va avoir des gens qui sont arrêtés, des anarchistes attrapés. Celui-ci a un petit problème parce que c'est un jaune. Voilà comment ces images, à la suite de Bertillon, qui vont enregistrer les criminels, comment ils sont montrés, comment est-ce qu'ils peuvent servir d'inspiration. Les images de journaux anarchistes, comment le Père Pénard, les chansons, les caricatures, vont apparaître et finalement être peu présentes dans les expos monographiques. Le Seurat qu'on a vu tout à l'heure, le Lafargue, le même, j'aime bien montrer ça, Bonnard, c'est à la fois celui qui collabore à la Revue Blanche où Alfred Jarry se retrouve, anarchiste, mais qui va aussi faire de la publicité pour France Champagne. Alors comment les ranger? Comment leur engagement politique peut servir à lire dans un sens ou dans un autre leur même travail? Comment Vallotton va énormément montrer, comme Nadar, montrer beaucoup de rebelles, d'anarchistes, comment Picabia, comment le même Picabia et ses copains Man Ray Duchamp sont à la fois proches de l'anarchisme et du dadaïsme, et c'est cité de toute façon, mais jamais regardé par le travail sur la méfiance des images, sur la façon de les détruire. Comme je le disais hier, voilà, méfiance des images, est-ce que cette façon de se méfier ne pourrait pas être une grille de lecture de toute l'œuvre de Duchamp même? Voilà, le Nadar qui prend en photo Juliette, qui nous fait, je vous le disais, peut regarder dans l'expo sur Kupka tout son travail sur la dénonciation politique, en fait, avec toute l'ambiguïté du travail de Kupka sur la dénonciation politique. Finalement, le travail dans les journaux, dans les caricatures, les cartes postales, tout le travail annexe qui me semble, je vous le disais, une façon de regarder l'histoire de l'art autrement, ben, il est peu regardé, il sert peu à nourrir un regard sur ces hommes. En fait, Octave Mirbeau, c'est celui qui participe, je vous le disais, au Théâtre National Populaire. Et de ce point de vue-là, c'est une vraie figure qu'on retrouvera demain pour le dernier épisode sur
qu'est-ce que c'est que les intellectuels, comment cette période moderne a fabriqué les intellectuels. Alors, on peut participer, quand on est Bertolt Brecht, à transformer le théâtre, transformer totalement le théâtre et ce qu'on peut y voir. Voilà, c'est pas rien. L'opéra de Katsu, musique de Kurt Weill, c'est une vraie révolution esthétique, mais c'est aussi une révolution dans ce qu'on peut montrer qui n'existait pas avant. Comment, pour finir sur des questions, je vous disais, l'architecture, le design des classes populaires, comment les expositions universelles coloniales vont bouleverser certains artistes et comment cet impact politique de montrer des hommes considérés comme inférieurs aux Blancs occidentaux vont avoir un impact sur l'histoire de la danse, sur l'histoire de l'art tout court. Comment finalement le prévers qui m'intéresse le plus, c'est celui du groupe Octobre, c'est-à-dire comment le théâtre, comment la parole peut se diffuser pour devenir force. Comment Léo Lagrange en 1936, comment ces images du Front populaire sont souvent montrées comme une libération populaire, mais finalement peu comme étant capable à la fois d'être critiqué par des affiches, par un regard qui va toujours être politique. Et vous voyez, je reviens toujours au même sujet. Finalement, l'image, ça ne serait pas politique, mais finalement, c'est tout le temps politique. Et ça l'est au cœur de ce monsieur, c'est-à-dire c'est le Front populaire qui fabrique le premier ministre de la Culture. Et donc, les commandes d'œuvres d'art public qui vont se retrouver en sculpture, faire vivre des artistes comme aux États-Unis en 29, comment Pollock, comment Diego Rivera en Espagne, au Mexique, va transformer l'image de l'espace public en fait. Comment chez Stanislavski, on va chercher à impacter au cinéma le public. Comment finalement, dans Citizen Kane, il y a un regard sur l'espace politique, sur la presse, et comment ce film, qui est considéré comme le plus grand film du XXe siècle quand même, est aussi une façon de questionner l'espace public et la politique. Comment, pour finir et vous donner envie de le découvrir, Dimitri Baltermans est à la fois celui qui montre la Première Guerre mondiale, voilà, la seconde, pardon, et comment de cette esthétique on peut y voir quelque chose de très beau, mais comment on y voit souvent seulement des images de politique et de drame. Voilà, comment est-ce qu'on peut regarder ça en le voyant comme un témoignage et en même temps comme de l'art? Voilà une question qui nous est posée par cet espace public, par cet espace politique que représente l'histoire de l'art en fait. Il est jamais questionné comme ça et pourtant il est continuellement au cœur de ces questions-là. Voilà, l'alternance des années 64, c'est aussi l'idéologie communiste. Je regardais, je vous invite à venir jeudi écouter la philosophie en ligne sur raconter des histoires. André, celui qui parle de storytelling dit finalement les deux grands récits du XXe siècle, c'est le récit communiste. Ah oui, le voilà, regardez, il est devant nous. Et le récit des migrants, la terre promise américaine. Eh bien, posez-vous la question, le grand récit communiste et la terre promise américaine, de quelles images avons-nous devant les yeux dont j'aurais pu vous parler? Non, on a plutôt ça en fait. On a des objets de la vie de tous les jours avec un magnifique petit cassoulet pour les pique-niquer, des objets de consommation dans l'époque nazie, des objets de consommation qui ne sont pas regardés comme une histoire esthétique. Je m'intéresse beaucoup aux pochettes de disques et voilà, toute cette histoire-là, on est en 47, elle est peu questionnée et elle pourrait, par les objets, ne pas les regarder comme des inventions techniques, mais les regarder aussi comme des objets qui se diffusent et qui montrent autre chose de l'art que ce qu'on pouvait imaginer. À demain pour la fin.